membres du conseil qui sont disponibles doivent être là. Donc, je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Nous avons donc pour commencer quelques pouvoirs avec cette période de vacances scolaires, on a quelques absences. Nous avons Madame Brisville qui a donné procuration à Madame Denis. Il y a Madame François qui a donné procuration à Monsieur Olivier. Monsieur Guillet qui a donné procuration à Monsieur Cabane. Monsieur Deveau qui a donné procuration à Monsieur Bourgeot. Madame Garapon qui a donné procuration à Madame Foucault. Monsieur Babaï qui a donné procuration à Monsieur Diallo. Alors on peut féliciter toutes commissions de vote qui sont à 100% présents. Non, moi je dis tout ça. Voilà. Non, mais c'est plus facile quand on est 4-5 et tous là, j'ai pas donné. Mais, oui, parce qu'en pourcentage, sinon je vais dire le groupe. On me dit s'ils ont 25% d'absents. Non, ça sort compte rendu. Alors, il faut désigner un secrétaire de séance. Par ordre alphabétique, ça serait donc une secrétaire de séance. Ça serait Madame Denis. Ok. Bien. Troisième point, nous avons à prendre. Alors, le conseil municipal, la séance du 23 février dernier, que vous avez dû recevoir, est-ce qu'il amène des remarques particulières? Non? On peut considérer qu'il est donc approuvé le compte rendu à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour. Alors, premier point. Alors, série de questions sur l'urbanisme. Syndicat départemental d'énergie de l'Allier, adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité. Schéma directeur point 2, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, SDAGE, et plan de gestion des risques d'inondation, PGRI, avis du conseil municipal. Troisième point, remise à part de prospection des bois, espaces verts et équipements. Point 4, en jeunesse, répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2015-2016. Solidarité, point 5, chantier d'insertion, approbation du projet 2015 de demande de subvention au titre du FSE. Finance, point 6, détermination provisoire des résultats du compte administratif 2014 du budget principal et des budgets annexes. Point 7, affectation provisoire des résultats du compte administratif 2014 du budget principal et des budgets annexes. 8. Révision des tarifs des caveaux. 9. Renouvellement de la ligne de trésorerie de 1 500 000 €. 10. Examen des demandes de subvention à inscrire au budget primitif 2015 du budget principal. 11. Convention entre la ville d'Yzeure et l'association sportive Yzeure 0 Auvergne. 12. Convention entre la ville d'Yzeure et le football féminin Yzeure Allier Auvergne. 13. Autorisation de programme la salle du Ferry, répartition des crédits de paiement. 14. Examen du projet de budget primitif 2015, budget annexe. 15. Examen du projet primitif 2015, budget principal. 16. Fixation des taux d'imposition pour 2015. Je n'ai pas eu de demande pour inscrire des questions diverses. J'en aurais une. Concernant ce très rapide de la sécurité des messageries que l'on a à disposition via la messagerie. Ok. Ok. Bien. On rajoute ce point. Avant de rentrer sur les principales décisions prises entre les deux conseils, le 2 mars a été conclu un marché passé selon la procédure adaptée avec la société d'équipement d'Auvergne 03000 Averne en vue d'assurer une mission de mandataire pour réaliser les études préalables à la création d'une zone d'aménagement concertée à Sainte-Catherine pour un montant de 18 500 € hors taxe, soit 22 200 € TTC.
Pas de questions particulières. Je vous remercie. Nous allons commencer à l'ordre du jour. Donc, point numéro 1. Syndicat départemental d'énergie d'Alcinier, adhésion à un groupement de commande pour l'achat d'électricité. Gilbert Nouveau. Donc, le contexte de cette délibération, c'est la possibilité pour les consommateurs d'électricité de choisir son fournisseur d'électricité sur le marché, ce qui lui permet de s'affranchir, leur permet de s'affranchir des tarifs réglementés proposés par l'opérateur historique. Donc la collectivité fait partie de l'ensemble de ces consommateurs d'électricité. Et donc en tant que collectivité, elle est soumise à la procédure prévue par le Code des marchés publics. Depuis le 1er janvier 2016, il y a disparition des tarifs réglementés pour les sites où la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, kW par mètre. Cette situation va mettre la municipalité en obligation de procéder par appel d'offres à l'achat et au choix de son fournisseur d'électricité. Le syndicat départemental de l'énergie de l'Allier, tel que ça a été fait pour le gaz, nous propose l'organisation d'un groupement d'achat de façon donc à effectuer de façon efficace les opérations mises en concurrence. Bon, il y a des conditions, je dirais, liées à la mise en œuvre, à l'adhésion à ce groupement. L'adhésion, en fait, elle est gratuite. Puis, il y a des frais de fonctionnement liés à la partie gestionnaire du contrat. La commune peut s'engager dans le contrat, mais peut s'en retirer également moyennant certaines conditions. Donc, compte tenu de tout le contexte réglementaire autour de ces sujets-là, que ce soit le code de l'énergie, que ce soit les règles pour les marchés publics, vu la convention constitutive de groupement de commande pour l'achat d'électricité qui nous est proposée, considérant que la commune a des besoins en matière d'achat d'électricité et que ce qui est proposé présente un intérêt pour la commune, donc la commission d'urbanisme qui a examiné ce sujet propose au conseil municipal d'accepter les termes de la convention constitutive pour l'achat d'électricité et l'ensemble des dispositions qui s'y attachent. Donc, par exemple, adhérer au groupement de commande pour l'achat d'électricité pour une durée illimitée, donner mandat actionnaire pour signer l'acte constitutif du groupement, approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement qui sont définis dans la convention constitutive, donner mandat au président du syndicat départemental de l'énergie de l'Allier pour signer et notifier les marchés hors cadre dans la commune sera partie prenante, tel que ça a été fait pour le gaz, s'engager à exécuter avec là où les entreprises retenues les marchés accord cadre de marchés subséquents dont la commune est partie prenante, et de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés accord cadre des marchés subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire à l'avenant au budget. Voici la délibération qui est proposée. Des remarques, des oppositions, des abstentions. Donc, vote à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, SDAGE, et plan de gestion des risques d'inondation, PGRI, sur lequel nous devons, sur les deux plans sur lesquels nous devons émettre un avis. Donc, le comité de bassin Loire-Bretagne, qui est chargé du projet de SDAGE, c'est l'abréviation du schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Donc, c'est le projet de SDAGE 2016-2021. Il a été arrêté donc, le 2 octobre 2014. Ce projet est soumis à consultation publique à partir du 19 décembre 2014 jusqu'au 18 juin 2015. Et ensuite, il fera l'objet d'une adoption définitive pendant encore une montre. Certaines. Par courrier, le préfet de la région, sans coordinateur de bassin,
indiqué qu'en fait, il fallait se prononcer sur le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et son programme de mesure, et également sur le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne. Donc, le premier, c'est le schéma, c'est le stage. Le second, c'est le PGRI en adhésion. Le conseil municipal doit donner son avis en 18 juin 2015. Donc, le stage Loire-Bretagne, c'est le premier document. Il découle de la directive 4 cadre sur l'eau de 2000 qui fixe la non-détérioration de l'état des eaux et leur restauration. Il définit à l'échelle du bassin hydrographique un document de planification qui fixe l'objectif d'atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2021. Dans la zone géographique, c'est celle qui est représentée, et donc il va de Saint-Étienne, le Puy, jusqu'à l'extrémité de la Bretagne. C'est très vaste. Qu'est-ce que c'est qu'une eau en bon état? C'est une eau qui permet de vie animale et végétale riche et variée, une eau exempte de produits toxiques, une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. Voilà, c'est très global. Donc il y a deux chapitres sous dossier et stage. Il y a un premier chapitre qui concerne 14 orientations fondamentales pour atteindre les objectifs du bon état des eaux. Je ne peux peut-être pas tous les lister, mais par exemple, il y a à réduire la pollution par les nitrates, il y a à réduire la pollution organique et bactériologique, il y a également maîtriser la pollution par les pesticides. Donc, vous voyez, ce sont des mesures qui touchent à la pollution. C'est aussi la maîtrise du prélèvement d'eau, etc. Donc, il y a 14 points. Vous pouvez trouver tous ces éléments pour ceux qui veulent le consulter sur le site internet correspondant au Loire-Bretagne. Le dossier est accessible au public. Les objectifs environnementaux, c'est le deuxième chapitre. Les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d'eau, donc cours d'eau, plan d'eau, eau côtière, puisque ça va jusqu'au bord des mers. C'est le deuxième chapitre. Ensuite, il y a le programme, donc, le programme de gestion des risques d'inondation du bassin dans la même période, 2016-2021. Le PGRI donc, découle de la directive inondation de 2007. L'eau qui circule donc, dans les rivières, les nappes, les lacs, les plans d'eau jusqu'à la mer, peut sur son chemin provoquer des inondations. L'ambition est de ne plus subir mais d'anticiper le risque. L'objectif du plan est donc de mieux assurer la sécurité des populations, de réduire les dommages individuels et les coûts pour la société et de permettre le redémarrage du territoire après une catastrophe. Donc le PGRI concerne 22 territoires à risque important, dont 3 dans l'Allier. Ce sont des agglomérations de Moulins, Montluçon et Vichy. Et il décline 6 objectifs: préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des crues et des submersions marines, planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque, réduire les dommages aux personnes et les biens implantés en zone inondable, intégrer les ouvrages de protection contre les inondations, améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation, se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. Donc ce sont des documents qui ont une portée juridique et que les collectivités doivent connaître et intégrer dans leur projet d'urbanisme. Donc, la commission urbanisme du cadre de vie a examiné ce dossier et propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable avec donc, des observations. Concernant le projet SDAGE, les observations sont les suivantes. L'ensemble des solutions techniques visant à rétablir la continuité écologique doit être apprécié au regard des enjeux environnementaux, socio-économiques et des capacités techniques et financières du maître d'ouvrage. Concernant la maîtrise des prélèvements d'eau, les solutions de régulation de secours diversifiant de provenance ou sous forme de réserve de substitution peuvent concourir à une gestion équilibrée de la ressource. Une concertation étroite et un partage d'informations entre l'ensemble des acteurs et usagers de l'eau seront indispensables afin de favoriser la mise en œuvre des préconisations pour la préservation des eaux humides. Compte tenu des financements publics, il sera indispensable de hiérarchiser et d'optimiser les actions en adéquation avec les capacités budgétaires de maître d'ouvrage. Voilà les observations pour le projet SDAGE. Concernant le projet PGRI,
La préservation des zones d'expansion des crues devant concilier un aménagement durable et raisonné des territoires ruraux. Il sera indispensable que le PGRI fasse l'objet d'une campagne d'information auprès des collectivités responsables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. Des questions, sachant que ce document est complet volontairement un synthétique, plus qu'un synthétique qu'on vous présente et à la disposition pour ceux qui souhaiteraient travailler plus dessus, puisqu'effectivement c'est deux pavés importants à la programmation. Les observations elles sont assez proches de celles que je vous avais proposées il y a quelques temps. Alors je rappelle que la dernière fois nous avions voté, nous étions opposés dans le cadre de l'enquête publique au stage qui a été fait sur le Val d'Allier. C'est pas le même sur ce stage, il faut faire très attention, on est sur une zone un peu plus large, c'est pour ça que c'est une des lignes qui apparaît, c'est pas la même toutefois. Les remarques qu'on nous a faites, nous ne les avons pas inventées tout seuls et cherchées tout seuls, nous avons travaillé en lien avec le service du Conseil général qui avait aussi travaillé sur ce dossier-là et qui avait voté les mêmes remarques à l'unanimité, puisqu'en fait, la principale problématique de ces grands plans, c'est qu'à un moment, ils s'imposeront à toutes les collectivités, et si on ne met pas, alors sur le fond, il est difficile de s'y opposer complètement, il y a toujours des choses très intéressantes dessus, par contre, j'ai envie de dire, on est dans des plans où ça serait bien que celui qui décide, ce soit celui qui paye. Parce que vous voyez, dans le centre de gare, on a des contraintes qui peuvent être imposées aux collectivités, qui sont très fortes, qui peuvent avoir des conséquences financières importantes, et que c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur d'imposer des contraintes à des gens qui vont se débrouiller pour financer. Donc toutes les réserves, elles sont là pour dire, il faut y aller dans ce sens-là, mais attention, restons mesurés dans ce qu'on va écrire, surtout que c'est des plans qui vont s'appliquer pour plusieurs trucs. Voilà. En sachant qu'effectivement, c'est des observations et que derrière, de toute façon, vous voyez dans la zone comme elle est couverte, on n'aura pas tous les mêmes observations et après il faudra qu'on soit tous vigilants dans les zones. Même si aujourd'hui on pourrait se dire on est moins touché, même si on est dans la zone, mais quand même on est dans l'agglomération, même si on n'est pas dans les zones les plus à risque par rapport à tout ce qui est les inondations et les problématiques. Voilà. Des questions, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 3, sur la rue Rosa Parks, rétrocession des voies, espaces verts et équipements. Gilbert. Donc, dans le cadre du plan de rénovation urbaine, l'Office public chez la Boulade a réalisé chemin des Osières, le lotissement de Bagueux, représentant 36 logements individuels. Donc, ce lotissement est terminé. Donc, les services de la communauté de l'habitat se sont rencontrés, les services de la ville, pour examiner donc, les conditions de rétrocession des parties telles que des éléments de voirie, des parcelles de voirie et des parcelles d'espace vert. Donc, un certain nombre de parcelles, 4 parcelles qui sont caractérisées en tant que voirie et chemin piéton, donc seront retrocédées classé dans le domaine, intégré dans le domaine public communal. C'est ce qui est en rouge. Et puis 4 parcelles donc, caractérisées en espace vert et passant de rétention donc, seront intégrées au domaine privé communal. C'est ce qui est en vert. La rétrocession constituera un transfert de charges d'entretien des parties communes et se fera à l'euro symbolique. La rédaction des frais d'acte seront à la charge de Moulin Communauté. Une valeur vénale de l'ensemble des parcelles a été estimée par France Domaine à 20 000 €. Et donc le kilométrage linéaire que ça représente en termes de voirie, ça représente 480 mètres. La rue Rosa Parks représente 480 mètres linéaires. Donc la commission d'urbanisme propose au conseil municipal d'accepter la cession à l'euro symbolique de toutes les parcelles susvisées, de décider du placement en domaine privé communal des parcelles cadastrées 491, 93, 94, 96, c'est technique, de décider du placement en domaine public communal des parcelles 490, 497, 498 et 500, de solliciter le transfert de réseau et de matériel d'éclairage public au syndicat départemental d'énergie, puisqu'il y a bien sûr l'éclairage public qui est sur les autres concernés, et on confie donc
cas d'indisponibilité de l'agent délégué, selon le tableau de délégation, d'autoriser le maire en cas d'indisponibilité à l'agent délégué selon le tableau de délégation de signature aux élus installés dans la fonction le 6 avril 2014. Des questions? Juste une remarque, effectivement, si le terrain nous est cédé pour la valeur symbolique d'1 euro alors qu'il est estimé à l'intérieur de 20 000 euros, je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie, bon, c'est la tradition qu'on a quand même, du coup, on est bien toute la charge de ce terrain dans les années qui viennent et à demeure, puisqu'effectivement, maintenant, dans cette partie, à la fois la partie route et la partie entretien espace vert, vous voyez, qui longe la voie ferrée, ce sont donc des parties que nous aurons à entretenir en tant que ville. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Point numéro 4, répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2015-2016. Isabelle. Dans le cadre de la loi instituant la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d'une autre commune, il est proposé, à la demande de la ville de Moulins, d'augmenter le tarif commun à Moulins, Yzeure et Averne à 400 € pour l'année scolaire 2015-2016 pour chaque élève scolarisé dans une école publique, d'Yzeure, et dont un des deux parents sont domiciliés dans une commune extérieure. Cette somme sera sollicitée auprès des communes de résidence sous réserve de l'adoption d'une délibération en termes identiques par la ville de Moulins et d'Averne. Cette participation correspond à une année complète et pourrait être proportionnelle au nombre de mois si besoin est. Voilà, juste un petit commentaire à propos de cette délibération. Donc, en règle générale, ces dernières années, le tarif était de 390 €, il passe donc à 400, et il se faisait dans la concertation, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'un échange téléphonique entre les différentes communes, et puis cette année, ça a été donc une décision unilatérale de la ville du Moulin de passer à 400 €. Je ne pense pas vraiment du problème en soi. Et puis à titre d'information, quelques chiffres, 116 enfants iseuriens sont scolarisés dans les écoles de Moulins, ce qui représente un budget de plus de 45 000 €, et 65 enfants de Moulins sont scolarisés à Yzeure, ce qui représente environ 25 000 € qui reviennent à la commune d'Yzeure, donc à l'écart d'environ 20 000 € pour la scolarisation des jeunes communois et iseuriens. Ce qu'on peut voir, on a constaté qu'il faut regarder un petit peu ces chiffres, qu'ils ont relativement augmenté le déséquilibre entre les deux communes ces dernières années, en particulier par rapport au déménagement déjà dans le cadre du PME, puisqu'en fait, quelque part, on a construit un centre de logement, c'est un peu un effet mathématique, j'ai envie de dire. Nous avons des logements en plus, il y a des gens qui vont dire, il y en a sur Moulins, les gens sont venus, et vous savez qu'une fois qu'ils sont dans une école, en général, on donne l'accord de principe pour qu'ils restent dans l'école d'origine. Et puis souvent, quand le plus grand y est, les suivants, le deuxième ou le troisième, on les laisse à la même école. C'est-à-dire que c'est pas incohérent qu'on annonce comme ça. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il faut aussi regarder, et ça va s'accélérer. Parce que dans le cas du PME, il y a à la Marly, par exemple, les familles qui ont des enfants, les écoles les plus près, c'est Moulins. On va ouvrir les clarinettes au mois de juillet. Ben, quand on est aux clarinettes, les familles avec les enfants aux clarinettes, elles vont aller sur Moulins. Ça, c'est quelque chose qui était prévisible et qui, malheureusement, je ne vois pas comment les choses pourront se faire autrement, moins d'un bus qui ira les chercher. Et même avec ça, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a le fait que déjà les enfants peuvent être déjà scolarisés à Moulins, mais même les familles qui arrivent de communes extérieures, elles vont à l'école la plus près de leur domicile, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. C'est comme ça. Parce que par clarinette, il y en aura encore une bonne dizaine de familles avec des enfants. Alors par contre, effectivement, le seul point, j'ai une petite différence, mais une approche un peu différente, mais qui sera à voir, c'est qu'effectivement, on peut essayer de voir comment, dans le cadre des transports, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais ça ne relève pas uniquement de nous ici, c'est bien une question plus large qu'on peut poser au niveau de la Côte d'Ado. Mais effectivement, il n'est pas illogique qu'il y ait plus enfants à déséquilibre par rapport à tout ce qui s'est passé dans la localisation des constructions. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, 5e point,
Le chantier d'insertion, approbation du projet 2015 et demande de subvention au titre du FSE chez les familles. Donc cette délibération concerne effectivement la validation du principe du chantier d'insertion et la demande de subvention au titre du FSE 2015. Donc pour rappel, le chantier permet à 14 personnes en difficulté d'insertion de travailler sur le site des jardins à Prévert ou Beauvais en hiver, mais également dans les services techniques. Donc ce sont principalement des gens qui sont en difficulté d'insertion et qui bénéficient dans le cadre du chantier d'un accompagnement social et professionnel pour les aider à remettre le pied à l'étrier. Donc en décembre de l'année dernière, on vous avait proposé une délibération similaire qui concernait la demande de FSE pour l'année 2014 puisqu'on n'avait pas eu l'autorisation de la faire avant. Donc cette année, on peut le faire plus tôt, ce qui est plutôt bien. Donc on vous propose de faire cette demande de subvention au titre du FSE 2015 dès maintenant. Donc on vous propose un plan de financement qui est le suivant. Donc le Fonds social européen, 166 469,14 €, le Conseil général, 40 000 €, l'Agence des services de paiement, 203 217 €, l'advertiseur, 40 000 € pour un total de 449 686,14 €. Alors pour information pour les gens qui étaient présents à la commission, le total est le même, par contre il y a juste une petite différence, puisqu'on a appris le lendemain de la commission qu'on avait une augmentation des aides au titre de l'Agence de services des paiements de 30 000 €. Donc par conséquent, on a une diminution de la subvention maximum qu'on peut demander au FSE de 30 000 € aussi. Un élément complémentaire, si vous avez cherché dans le budget, vous ne trouverez pas ce 166 469 € au budget, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais ce montant-là, parce que même si c'est payé avec différentes années de retard, ça pourrait budgéter du IFSREP, mais aujourd'hui, c'est quand on monte le projet, on doit montrer le maximum de ce que l'on pourrait toucher. Donc on sait très bien qu'on n'aura pas 166 000, on est obligé d'écrire. Donc sur le budget, on inscrit les 45 000 qu'on touche tous les ans pour les fonds européens, mais on est obligé d'écrire sur ce montant-là qui correspond au budget tel qu'on a travaillé avec eux, puisqu'on a travaillé avec le Conseil général et les fonds européens, parce que c'est un peu spécifique. Donc ne cherchez pas 166 000 et n'attendons pas 166 000 sur le chantier. Si on aura 45 000. On a plutôt tablé sur 45 000, qui est le montant qu'on touche chaque année depuis de nombreuses années. Les règles de financement ayant bougé, ça peut bouger un peu, mais je ne rêve pas. On ne passera pas de 45 000 à 166 000. Les oppositions, oui. Et si justement il y a que 45 000 €, c'est la ville qui va compenser la différence? Non, mais parce que le coût du chantier ne montera pas à ce montant-là. Il ne monte pas 449, parce qu'en fait, on intègre, pour expliquer, aujourd'hui notre chantier il est en deux parties. Il y a une partie des gars du chantier qui sont sur un groupe, sur les jardins, et qui ont des encadrants spécifiques. Donc on peut très facilement identifier qui les encadre. Il y a tout un autre groupe qui sont dispatchés dans les services. Et donc, tous les salariés dans les services sur lesquels ils sont des encadrants potentiels. Et donc, du coup, on a un grand nombre d'encadrants, donc une masse salariale importante sur laquelle on peut présenter. Mais on n'aura jamais ce montant-là, du coup. Donc, on sera autour de ça. On est établi sur le coût pour 40 000 € de la ville, à peu près. Voilà. Mais ça, par contre, le détail pourrait être donné plus facilement dans les commissions, par exemple, c'est des questions intéressantes à regarder, parce que je crois que c'est intéressant à un moment de se dire, tiens, combien coûte un chantier? Je pense que concrètement, en dehors de... Et puis qu'on prenne le temps d'expliquer aux commissions, ben aussi, vous savez ce qu'il en est dans ces dossiers, il y a le dossier de demande de financement et puis il y a le coût réel. Par exemple, quand on a quelqu'un qui encadre, je vais prendre un peintre qui encadre deux gars du chantier d'insertion en peinture, soit on considère que le peintre, il était déjà payé par la ville, donc il n'a pas de coût, soit on considère comme il encadre les deux gars du chantier, je prends l'inverse, il faut payer son salaire complètement. D'un côté, on n'a pas de coût personnel, de l'autre côté, on a un poste en plein. C'est ni l'un ni l'autre. Par contre, dans le dossier, il faut écrire un poste en plein puisqu'il encadre. Et après, le FSE va dire qu'il a consacré une partie de son temps à l'encadrement et du coup, ils vont peut-être nous prendre 10% de son salaire ou 5% en fonction du nombre de gars. Si je prends cet exemple, on était avec le peintre. Si je prends cet exemple. Mais on fait au maximum. Voilà. Mais il faut connaître plus loin en termes de commission parce que là, ça va devenir. Un petit peu technique, on peut y aller, mais voilà. Sinon, j'avais une autre question, mais qui sera peut-être aussi à voir en commission, c'est par rapport à ces 14 personnes, et vous mettez en tenant compte des résultats, comment sont évalués ces résultats? Est-ce qu'on les
ça. Est-ce que dans le cadre du FSE, il y a des comptes à rendre à l'Europe? Alors, on a des comptes en objectif de placement ou de suivi, qui sont avec des critères de CDI, emploi, enfin il y a différentes catégories. Et effectivement, on a des objectifs qui peuvent intervenir sur le montant financier, mais qui interviennent en partie, puisqu'en fait une grosse partie c'est une aide, j'appelle forfaitaire. À partir du moment où on a fait l'action, qu'on a fait les dépenses, c'est peut-être un petit peu ce que on pourrait reprocher un peu au FSE à ce cas-là. On est plus sur, faut mettre les moyens, ils valorisent plus les moyens mis et pris que le résultat de l'activité. Et je le dis bien, c'est un peu dommage. Mais du coup, ils nous demandent, mais ça pèse très peu. Voilà, si je prends la question, ça pèse très peu les résultats. Alors qu'en fait, c'est quand même ça qui est important. Et là, par contre, on a aussi, au fil des années, le temps de ce qui s'est passé sur les différents chantiers. On n'a pas fait plus. C'est un chantier avec une permanente, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe qui commence à un moment qui finit. On a tout au long de l'année 14 gars, des moments qui partent, qui ont reconduit. Donc les sorties, elles sont échelonnées. Donc du coup, les bilans, ils sont faits. Et en plus, on a systématiquement plusieurs fois par an des comités de suivi, des comités de pilotage avec les partenaires institutionnels et financiers, donc mission locale, pour l'emploi, conseil général, qui évalue l'avancée du travail qui est fait avec les personnes sur le chantier. Moi, c'était plus une évaluation sur les résultats. Comment est-ce que... Oui, c'est ça. Les comités de suivi, les comités de pilotage sont faits pour évaluer les résultats avec les partenaires qui font les prescriptions sur le chantier. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, point numéro 6, détermination provisoire des résultats du compte administratif du budget principal et des annexes. Je rappelle que c'est une détermination provisoire, que ce n'est pas le compte administratif, puisque cela vous sera présenté plus tard. En général, il n'y a pas un grand montant d'écart entre les éléments qu'on va vous donner et le compte administratif. Le compte administratif, il est fait sous une autre forme, parce qu'y compris, on travaille avec le DP, ce n'est pas nous tout seuls qui allons sortir le compte administratif. Donc, pour ces éléments de détermination provisoire de résultats, Pascal. Donc on verra les deux délibres sont sensiblement les mêmes. Donc la première, on détermine donc, les résultats provisoires, comme vient de vous dire le maire, et après nous les affecterons. Alors, on va commencer par le budget principal. Donc au niveau du budget principal, au niveau de la section d'investissement, donc il reste à réaliser en dépenses 295 000 € et en recettes 74 000 €. Donc nous affecterons tout à l'heure 839 000 €, 275. Au niveau du fonctionnement, donc les résultats de fonctionnement sont de 1 439 000 €. Nous affecterons donc 839 000 € au compte 1068 et le résultat est de 599 000 €, presque 600 000 €. Ensuite, au niveau des budgets annexes, donc on va commencer par le service des eaux. Au niveau de l'investissement, donc il reste à réaliser en dépenses 1 269 € et nous n'avons rien à affecter. Au niveau du fonctionnement, le résultat de fonctionnement est de 59 702 € que nous maintiendrons en fonctionnement tout à l'heure. Ensuite, la saison culturelle. La saison culturelle, au niveau de l'investissement, nous avons un solde déficitaire de 149,40 € que nous affecterons aussi tout à l'heure. Et en fonctionnement, résultat de fonctionnement, donc 149,40 € et donc un résultat de maintenu en fonctionnement de 0. Puisque c'est en fait, le résultat est 0, puisque c'est la subvention d'équilibre qui équilibre, qui compense. Oui. Au niveau du budget annexe de la location d'Isère Espace, donc reste à réaliser en dépenses 5 000 € et affectation au compte 68, 15 848 €. Au niveau du fonctionnement, donc le résultat est de 0 aussi pour les mêmes raisons tout à l'heure, puisque c'est la subvention d'équilibre qui compense. Au niveau du service extérieur des pompes funèbres, alors, donc reste à réaliser en dépenses 7 809 €
et affectation de 41 388 € au niveau du fonctionnement. Alors là, nous sommes déficitaires de moins 12 000 € puisque cette somme correspond aux caveaux qui ne sont pas vendus, puisque là, le budget principal ne peut pas faire les cumuls. Ensuite, en ce qui concerne le parc de la Motte, au niveau de l'investissement, donc nous avons un excédent de 136 000 € qui correspond à la vente d'un local au parc de la Motte en année. Au niveau du fonctionnement, donc nous sommes à 0. Et au niveau de la restauration municipale, donc reste à réaliser en dépenses 11 000 €. Et donc nous affecterons 95 819 € au compte 1068. Au niveau du fonctionnement, donc le résultat est à 0, puisque c'est la subvention d'équilibre qui intervient. Il y a peut-être des questions sur... Où on affecte les résultats. Je vous propose d'en affecter les résultats, puis on discute s'il y a besoin sur l'ensemble des deux. Je pense que c'est autant qu'on fait. Ouais. Oui, alors on y va. Donc après la détermination des résultats par budget, par section, ainsi que les restes à réaliser à la clôture de l'exercice 2014, il convient d'affecter ces résultats. Donc la procédure se décompose en deux temps. La prévision budgétaire de virement de section à section du budget. L'exécution budgétaire du virement après constatation d'un excédent de fonctionnement au moins égal à l'autofinancement prévu, c'est le résultat de fonctionnement constaté qui est affecté en section d'investissement. Le besoin de financement de la section d'investissement doit être corrigé des restes à réaliser de cette section dépensés en recettes. Donc le résultat de fonctionnement constaté doit être affecté en priorité à l'appurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur, à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, pour le solde et selon la décision de l'Assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserve au compte 1068. Compte tenu de différents éléments, il est proposé à la Commission des Finances d'affecter les résultats 2014 par budget selon le principe suivant: couverture minimale du besoin de financement dégagé en section d'investissement, maintien du solde en section de fonctionnement. Je vais peut-être vous épargner la relecture des chiffres que je viens de vous donner, parce que c'est long. Et oui, allez-y. L'observation est simple, je ne suis pas même surpris. Parlez bien près du micro, ouais. Je suis quand même surpris que les utilisateurs avec l'organisation qu'elle a n'aient pas à fin mars les résultats à nous donner pour les mettre à côté du budget de 2015. D'ailleurs, c'était une formule qui existait avant, et bien sûr, dans l'avance de la méthode, vous êtes un peu assis dessus. Le budget aussi est présenté tardivement, puisqu'on est le 15 avril, c'est la date limite de présentation du budget. Et le fait effectivement que dans ce budget, on ait la seule comparaison avec le budget initial de 2014, je ne vois pas comment on peut analyser quoi que ce soit entre un budget et un autre budget. Moi, par rapport au compte administratif, donc on n'a absolument pas bougé. Les comptes administratifs, nous le faisons régulièrement au mois de juin. Donc, comme vous dites, on a changé le résultat. Regardez bien, je sais que vous n'étiez pas élu l'année dernière, mais que je sache. Non, mais en juin, vous les avez votés en juin, donc vous l'aviez vu. Vous comprenez très bien le sens de ma question. Alors, quand on a eu la présentation du budget 2015, du budget 2014, qui a été fait très tôt, puisqu'il a été fait avant les élections rappelez-vous, il y avait en face le budget de 2014 le compte administratif 2013. Non. Si, même. Il y avait Reprenez les documents. C'était pas des chiffres. Chacun son tour. Les éléments de 2013 étaient connus au mois d'avril. Cette année, c'est pas grave, on attendra le mois de juin. Il n'est pas passé. On a le temps. Par contre, vous dites, je ne sais pas à quel moment, je pense que vous souhaiteriez choisir la date où on vote le budget, puisque l'année dernière, on l'a voté le 14 mars, vous nous avez dit que c'est trop tôt. Ouais. Cette année, on vote le 15 avril, c'est trop tard. Donc vous avez choisi la date. Donc dites-nous la date, puis vous considérez que c'est vous qui choisissez la date qu'on doit le voter. Absolument pas. Donc si un mois près, l'un est trop tôt, l'autre trop tard, on est bien titillé pour trouver, dire que je dis quelque chose par rapport au calendrier. Absolument pas.
On fera le 1er avril, d'ailleurs, ça ne nous permettra de donner tous les chiffres qu'on voudra, comme ça, on pourra rester, on pourra se faire des poissons mutuels, ça pourra faire une belle ambiance de conseil municipal. Je vous invite quand même à regarder vos documents de l'année dernière, et au mois de mars, c'était les résultats provisoires, et au mois de juin, on a voté les résultats définitifs. Et comme le disait M. le maire il y a 2 minutes, il y avait très peu de différence entre le résultat du compte administratif voté en juin et ceux qui étaient affichés sur le budget. Ce sera pareil. Voilà, ce sera pareil. Sauf qu'on n'a pas aujourd'hui le compte administratif avec le budget de 2015. Vous attendrez le mois de juin. Bien sûr. Alors, sur ces 2 délibérations, la détermination des résultats et leur affectation, des oppositions, des abstentions. Il s'agit simplement de régularisation du code comptable, on ne peut pas s'opposer à régulariser les résultats. Non, mais il est normal que je pose la question de ce que vous faites. Donc moi je dis des oppositions, non, des abstentions, non, donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8, révision des tarifs des caveaux. Donc nous avions délibéré en décembre sur l'ensemble des tarifs applicables au 1er janvier 2015, mais nous allons réactualiser, donc nous vous proposons de réactualiser ces tarifs suite à la nouvelle consultation. Donc ce qui ferait pour les caveaux à une place 1578 € TTC, les caveaux de place 2052, 3 places 2478 et 4 à 6 places 3072 €. Donc la commission des finances propose au conseil municipal d'adopter ces tarifs. Des oppositions? Et on peut s'étonner des différences de taux, mais je suppose que ça doit être pas le même qui revient. Oui, oui. Un caveau, 2 caveaux. Oui, c'est un problème, oui, tout à fait. Nous serons même amenés à, et ça c'est le service, nous travaillons le service technique, à retravailler, je le dis, sur le règlement intérieur du cimetière, puisque pour l'instant, nous avons une particularité qui a été votée dans le règlement il y a de nombreuses années sur les caveaux 4 places. Et cette demande qui pour les caveaux 4 places, elle est aussi demandée pour les caveaux 3 et 2 places. Donc il faut qu'on bouge, puisque le dernier coup, je le dis, j'ai une demande pour quelqu'un qui donne un caveau de 3 places, qui aurait souhaité l'utiliser avec la règle du caveau 4 places, et j'ai donné une dérogation. C'est dans ce cas-là qu'on s'aperçoit que le règlement, mais il faut qu'il bouge, il y a des choses qui ont évolué avec l'incinération et des choses comme ça. Donc on sera amené à retravailler sur le règlement intérieur indépendamment des prix. Donc sur ces tarifs, pas d'opposition, d'abstention, je vous remercie. Alors, le point numéro 9, renouvellement de la ligne de trésorerie de 1 500 000 €. Alors, donc, le recours à la ligne de trésorerie est nécessaire pour adapter les disponibilités en trésorerie au rythme de paiement des dépenses sans mobiliser prématurément un emprunt à long terme. Donc en 2014, nous avions établi 2 contrats, un contrat de 1,2 million et un contrat de 300 000 € auprès de Crédit Agricole. Donc pour cette année, nous avons lancé une seule consultation pour un montant de 1 500 000 € auprès de 3 établissements. 2 ont répondu, donc le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Et donc la proposition de la Caisse d'épargne nous a paru la plus intéressante. Donc ses caractéristiques financières, donc, je vous en fais grâce. Donc la commission des finances vous propose donc d'accepter ces propositions, d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir avec la Caisse d'épargne et d'effectuer l'ensemble des opérations de tirage et de remboursement dès la mise en place effective sur les 365 jours d'utilisation de la ligne de trésorerie. Voilà. Je pense qu'en commission finance, vous avez demandé à avoir quelques informations sur l'intérêt de la ligne de trésorerie, donc le document vous a été proposé, donc si vous avez des questions pour répondre, mais... Simplement un commentaire. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que le pays est en fonctionnement par rapport aux recettes. Je vois que la ligne de trésorerie cette année d'1,5 million dès le début de l'exercice. On vient d'avril, l'année dernière c'était d'1,2 million et elle est passée effectivement, comme vous venez de le dire, au courant du mois de juin à 1,5 million. Cette année, on est sur l'année 2014 où on a utilisé finalement toute l'année une ligne de trésorerie
moi j'appelle ça dans l'entreprise travailler à découvert, mais c'est un peu exactement ce qui se passe, puisque effectivement les recettes ne suffisent pas pour pouvoir payer les dépenses en cours d'année. Donc mon interrogation aujourd'hui, elle est par rapport à ce phénomène. L'année dernière, c'était 1,2 million en début d'année, cette année c'est 1,5 million. L'année dernière, le pic a été atteint au mois de juin, puisqu'on a été effectivement à 1,5 million. Une prévision de trésorerie aujourd'hui de l'année 2015 par rapport à ce 1,5 million qui est voté. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que dans 3 mois, on aura une raton de faire en espace comme l'année dernière? Alors, moi, je ne dis pas dans le marque de café, mais par contre, aujourd'hui, vous avez déjà sous les yeux que si vous étiez en commission finance, vous auriez eu une partie de ces réponses, puisque l'année dernière, à la même époque, nous avions besoin de mobiliser 1 million pour la trésorerie, et cette année, à la même époque, on est à 500 000 à mi-mars. C'est que pour l'instant, au début de l'année, on est parti moins fort. Voilà. Pour l'instant. Et quand vous dites... Début avril, on est toujours au 15 avril à 500 000 euros. On a dû monter un petit peu, je pense. Non, voilà. Le service dit non, on est resté à 500 000. Donc pour l'instant, on a un rythme inférieur. Je rappelle que la ligne de trésorerie, contrairement à ce que vous dites, c'est pas pour. C'est que deux solutions. Où on fait un emprunt au début de l'année, et vous l'avez vu dans la commission finance, les besoins de trésorerie, ils vont de 500 000 à 1,5 million suivant les mois et les rentrées-sorties. Donc soit on emprunte à 1,5 million d'entrée de jeu, et on est sûr de toujours payer la trésorerie, mais quel intérêt d'emprunter à 1,5 million alors qu'on a peut-être besoin de 500 000? L'intérêt de la ligne de trésorerie, c'est de n'utiliser que ce que l'on veut, et c'est pour ça que ça s'appelle une ligne de trésorerie, qu'il faut aussi savoir qu'elle sert pour la ville, et que quelque part, si vous l'avez vu, on aide un petit peu, alors pour une petite part, la maison de retraite, parce que vous savez que la maison de retraite, c'est gestion de CCAS, et les recettes et les dépenses d'une maison de retraite ne sont pas fluctuantes au mois, parce que les dépenses sont tous les mois, par contre les recettes, par exemple, les financeurs publics, l'État, le Conseil général font des versements trimestriels. La trésorerie de la maison de retraite, en partie, puisque c'est le même TP, en partie portée par la ville, parce qu'il y a des moments comme nous, on leur fournit la cuisine centrale, par exemple, et bien lorsque la Gloriette, par exemple, ne peut pas avoir un problème de trésorerie, et qu'eux n'ont pas le droit de faire une ligne de trésorerie, en fait, c'est nous qui supportons. C'est un choix qu'on a fait, on pourrait dire que c'est pas normal, mais après tout, c'est un établissement qui dépend de nous. La ville, on a souhaité mettre une maison de retraite, la solidarité, c'est aussi ça, c'est un exemple. Et les éléments qu'on montrait, c'est que si on avait emprunté 1,5 million pour faire comme l'année dernière, on aurait même en empruntant 1,1 million, on a regardé, ça aurait été très juste, puis les mois, je ne sais pas comment on aurait fait, effectivement. Ça nous aurait coûté 25 000 euros d'intérêt. La ligne de trésorerie l'année dernière nous a coûté 21 500. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous dire mauvais gestionnaire, je ne sais pas, mais toujours est-il que la ligne de trésorerie nous a économisé 4 000 euros et surtout, on a pu à chaque fois l'utiliser pour ne pas faire attendre nos créanciers, parce qu'à tout le monde, on n'avait pas les faire attendre. Mais les mois, il faut 1,1 million. Mais ça, c'est inévitable. Vous avez des recettes qui viennent à certains moments. Et c'est pas régulier, alors que nous, effectivement, les salaires des personnels, c'est des dépenses régulières, donc il faut qu'on comprenne. La ligne de trésorerie, c'est sa vocation, et peut-être que ça ne fonctionne pas dans les entreprises privées, je ne sais pas, pour les établissements publics, c'est une règle de fonctionnement, et qui est tout à fait légale, et qui, au contraire, permet de n'emprunter que ce qu'on a besoin, le temps qu'on a, parce que lorsque, par exemple, on est à 1,5 million, et que le mois suivant, on passe à 1,1 million, ça veut dire qu'on a remboursé 400 000 entre-temps. Et que chaque fois qu'on a une rentrée, on paye un peu plus. L'intérêt, c'est de n'emprunter que par mois le minimum de ce qu'on a besoin. Et de payer les intérêts sur ce montant. Moi, ce qui me gêne, effectivement, c'est que vous dites que vous payez les dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes de fonctionnement, on est obligé d'emprunter. Ça veut dire qu'on dépense bien plus que ce que l'on a commencé. À un moment donné, non, mais si en permanence tous les mois, c'est dû à un moment donné. Mais si de toute façon vous ne voulez pas comprendre la notion de trésorerie, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous voulez dire à tout prix que ça ne marche pas, que le compte n'est pas équilibré, mais vous nous le dites depuis un an, et dites-le directement. Mais en fait, c'est pas ça. C'est quand même pas vous, ancien chef d'entreprise, que je vais apprendre qu'il y a une différence entre une trésorerie et un équilibre d'opération en fin d'année. Tout le monde sait qu'un certain nombre d'associations, par exemple, sont équilibrées, ont des comptes équilibrés, mais ont des problèmes de trésorerie à certains moments. D'ailleurs, on en a parlé dans cette salle pour les subventions. D'ailleurs, j'avais été assez surpris que vous refusiez de voter certaines subventions, que c'était pour utiliser la trésorerie, pour faciliter la trésorerie des associations, alors qu'elles n'étaient pas déficitaires. Alors effectivement, on peut mettre en difficulté. Si votre choix, c'est effectivement de nous mettre en difficulté, je vous comprends. Il faudrait mieux que les banques ne prêtent pas de ligne de trésorerie, qu'on soit en difficulté, et vous pourriez dire, vous voyez, qui sont dans le rôle. Je vous rappelle que dans le rôle... Je préférerais l'inverse, qu'on n'ait pas besoin non plus de ligne de trésorerie. Sauf qu'aujourd'hui, les collectivités ont besoin de ligne de trésorerie.
Voilà, certaines. Oui. Bon, et ben, on a besoin d'une ligne de trésorerie, on les gère au volet. Voilà. Sur le renouvellement de la ligne de trésorerie à 1,5 million, des oppositions? Si on s'oppose, vous allez dire que vous voulez qu'on mette. Oh, mais non. Vous ne laissez pas vos décisions, vous prenez celle que vous voulez. Vous êtes majeur, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je ne suis pas personne. Sur le principe, on s'oppose parce qu'on pourrait gérer autrement sans ligne de trésorerie. Alors, vous opposez. Et à Moulin Communauté, je m'excuse, mais il y a bien une ligne de trésorerie. Oui, ne comparez pas Moulin Communauté avec des il y a- investissements il y a une ligne de trésorerie. par rapport à la médecine. Non, mais il est clair que ce qui est bien à la communauté n'est pas bien misère. Ça, je peux comprendre. On ne joue pas la même course. Allez, alors, des oppositions, donc 5 oppositions, des abstentions. Je vous remercie.